Chers abonnés, bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, on va faire deux sujets de manière concomitante. Le premier est le suivant. Sujet 1. L'inconscient est-il une excuse? Le second, il y a un sujet citation. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Alors, comment le voir? L'un des sujets est une question directe, c'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Et l'autre est une citation. Généralement, il y a la consigne que vous suggérez cette affirmation de signe autre. Il y a toujours un point d'interrogation. Donc en réalité, les sujets en philosophie sont toujours des questions. Sauf que l'une des questions se fait sans citation au milieu et l'autre se fait avec une citation. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que ces deux sujets signifient en réalité la même chose. Même si dans la façon de les aborder, on va utiliser des termes différents. Alors commençons par le premier. L'inconscient est-il une excuse? On va se rendre compte que le mot qui est très récurrent dans votre cahier de philosophie, chers candidats, c'est celui-ci. En effet, le prof de philo aura sans doute eu à définir ce concept pendant le cours. Ça dépend du programme. Mais le mot qui n'est pas forcément dans votre cours ou dans votre programme, que le prof de philosophie aurait étudié, c'est celui-ci, une excuse. Une excuse, ici, ce sera un alibi, un prétexte. La question fondamentale à se poser ici, c'est l'inconscient est une excuse pour quoi? Pour faire quoi? Au juste. En fait, la question telle qu'elle est posée est incomplète. Le vrai sujet est le suivant. L'inconscient est-il une excuse pour justifier son mauvais comportement ou bien ses mauvaises pensées? La définition de l'inconscient ne pose pas de problème en réalité. On peut définir l'inconscient comme l'ensemble des phénomènes qui échappent à la conscience, tout simplement. Cela veut dire que le est-il ne va pas servir pour poser le problème de la nature de l'inconscient. Non, il s'agira plutôt du problème de la valeur de l'inconscient dans ce sujet 1. Pourquoi? Parce qu'il faut évaluer l'inconscient pour voir s'il mérite d'être pris pour une excuse ou non. En réalité, si l'inconscient est une excuse, c'est parce que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Si l'inconscient n'est pas une excuse, ça veut dire que le moi, c'est-à-dire la conscience, domine dans l'appareil mental de l'homme. Donc en réalité, les deux sujets forment un seul sujet. C'est le même sujet, même si on va utiliser des thèmes différents. Dans celui-ci, on va dire que le problème est celui de la valeur de l'inconscient. On va l'évaluer pour voir s'il mérite d'être pris pour excuse ou non, dans les mauvais comportements de l'homme et même dans ses mauvaises pensées. Alors, le sujet 2, en réalité, est un texte.
Et c'est pourquoi, comme le dit l'inspecteur pédagogique régional Emmanuel Kamchebourg et même le national Ngom 2, les sujets citations sont des transitions entre les sujets questions et les commentaires philosophiques des textes. En réalité, la citation est un texte, mais c'est un court texte, il n'est pas un long texte. Donc on peut utiliser la même méthodologie du commentaire, c'est-à-dire qu'on va expliquer l'auteur depuis le brouillon, le juger, le critiquer avant d'avoir sa propre position. Alors, essayons de comprendre dans le fond, dans sa psychologie, la pensée de l'auteur. Le moi ici désigne la conscience. On est là dans la reformulation. N'est pas maître, on va prendre toute l'expression, n'est pas maître, il faut dire ne domine pas. Dans va rester. Sa propre maison, c'est l'appareil mental de l'homme. Bien, voilà la reformulation la plus basique de ce sujet. On peut faire une autre reformulation du genre inversé. L'appareil mental de l'homme n'est pas dominé par la conscience. Ça revient au même. Mais vous allez voir que pris sous cet angle, le sujet ne va plus poser en termes de concept le problème de la valeur de l'inconscient, mais plutôt le problème de la place du moi. Problème philosophique. La place. À cause de n'est pas maître. Beaucoup vont s'appesantir seulement sur le est pour parler du problème de la nature ou de l'essence. Ce qui n'est pas faux, mais c'est mieux de dire problème philosophique, la place de la conscience dans l'appareil mental de l'homme. L'homme étant pris ici comme objet de la philosophie. Bien. Le poème étant posé, il manque la problématique. On peut l'éclater en plusieurs questions, genre la première constitue la thèse, la deuxième et non la seconde, l'antithèse et la troisième la synthèse. Mais comme la question de synthèse n'est pas obligatoire, c'est la synthèse elle qui est obligatoire au corps du devoir, on peut se limiter à deux questions. Essayons de poser la première. Pourquoi Freud, on garde le nom de l'auteur, la problématique c'est autorisé, considère-t-il que le moi ne domine pas? Maintenant, la deuxième question de la problématique a généralement une orientation négative ou critique. Ne faut-il pas reconnaître découpage syllabique lorsqu'il y a deux consonnes? On sépare l'une et on met l'autre au bout. La puissance cartésienne de la conscience. Alors, chers candidats, quand vous posez cette problématique de cette façon, le correcteur sait déjà que vous maîtrisez les auteurs à utiliser pendant le cours du devoir. Dans la thèse, on va utiliser Freud, Sigmund, car c'est lui l'auteur de la citation. Et dans l'antithèse, on va utiliser René Descartes, car l'adjectif cartésien de Descartes. Alors, ça, c'est une façon de problématiser. Ça n'a rien à voir avec le plan. Car dans le plan, on va entrer dans la psychologie de Sigmund Freud et essayer de comprendre pourquoi il peut raconter un tel truc. On se rappelle que Freud considère tous les hommes comme étant névrosés. Et pour lui, il a essayé de faire des topiques, c'est-à-dire des schémas de représentation de l'appareil mental de l'homme. Alors on va penser à la première topique que je vous propose à l'écran. Dans cette topique, vous voyez très bien que voilà, le conscient est en blanc, il prend moins de la moitié.
Et le préconscient, c'est de transition entre lui et la conscience. Le principe du plaisir est bien édifié là, et on voit comment les rêves et les lapsus remontent à la surface. Je vous rappelle que chez Freud, les rêves sont les voies par excellence d'exploration de l'inconscient. Alors, on va toucher à quoi renvoie le principe du plaisir. Selon Freud, c'est le fait de devoir renoncer au plaisir qui provoque le déplaisir. L'activité psychique est essentiellement orientée vers la recherche de plaisir et l'évitement du déplaisir, conçu comme une augmentation de l'excitation au sein de l'appareil psychique. Donc, l'appareil psychique fait tout pour maintenir un niveau constant d'excitation. Voilà pourquoi le refoulement permet d'oublier et ainsi d'éviter le déplaisir. Mais on n'oublie pas que le refoulement est une dette et toute dette doit être remboursée. Là, c'est le principe du plaisir. Mais on passe à un autre principe, qui est le principe de la réalité. En psychanalyse, le principe de la réalité désigne la capacité d'ajourner, donc de renvoyer un plaisir ou une satisfaction pulsionnelle. Le respect du principe de la réalité implique de respecter les exigences du monde réel. Donc le monde réel a ses exigences qui remontent toujours à la surface, comme le montre bien cet autre schéma. Vous voyez donc que la conscience occupe une toute petite partie de l'appareil mental, le préconscient est toujours là comme une transition, et l'inconscient est très large. C'est vrai que le surmoi est en bas du moi, on aurait voulu qu'il soit en haut parce qu'il est au-dessus du moi, mais en réalité le surmoi est comme un juge censeur, une sorte de gendarme qui tamise tous les plaisirs et les désirs que le moi voudrait accomplir en subissant les caprices du ça. J'ai envie de ça, mais le surmoi m'interdit de faire ça. Du coup, le moi est toujours en conflit perpétuel entre le ça et le moi. Moi, j'ai l'impression que Freud lui-même était un peu fou, parce que quand je me dis que une femme est dans ma tête et puis je ne sais pas à quoi penser, et le cerveau est omnibulé par l'objet de plaisir qui est imaginé. Mais Freud lui-même, à bien le regarder, n'était pas très normal non plus. J'ai l'impression qu'il avait aussi besoin de psychanalyse. Bref, on se rend compte dans la seconde topique que l'inconscient est effectivement le siège du ça, qui pousse les désirs et les pulsions à la conscience. Et il y a un tri des désirs et des idées capables d'être conscientisés. Ça veut dire que la censure est une sorte de tamis et la conscience n'a pas grand mot à dire dans l'appareil mental de l'homme. Donc pour réussir la thèse, vous devez absolument montrer pourquoi Freud soutenait de telles choses. Mais ce n'est pas le plus important pour un candidat à l'examen. Il se demande comment il va entamer le traitement d'un de ces sujets. Il va donc finir de comprendre avec Descartes la toute-puissance de la conscience. Et sa citation assez connue est claire. Il n'y a rien qui ne soit en notre pouvoir que nos propres pensées. Il faut même partie du cogito. L'exemple du cogito cartésien permet de battre en brèche la pensée de Freud très rapidement. Et l'élève fait une seconde transition dans son brouillon pour montrer que l'homme ne doit pas se laisser tromper par son inconscient. C'est après tout l'inconscient d'un sujet pensant. Et on pense rapidement à Jean-Paul Sartre. Donc le canevas est bien connu. Oui, le moi ne domine pas. Là, c'est la thèse. Mais c'est après tout sa maison, c'est l'antithèse. Donc, il doit tout faire pour dominer. Là, c'est la synthèse. Voilà donc le vrai sens de la dialectique. Oui, mais, et donc, on ne va pas dire oui,
Non, ça dépend. C'est plutôt mieux de dire oui, mais et donc. Voilà la logique de la dialectique à ce niveau. Bien. Si l'élève veut entamer le traitement de ce sujet sur sa feuille, il ne sera pas obligé, à mon humble avis, de commencer directement par la citation de l'auteur. C'est vrai que vos professeurs de philosophie vous disent de le faire, de commencer directement par plaquer la citation de l'auteur avant de plaquer la citation contraire. Moi, je trouve que c'est absurde parce que ce ne serait pas donc amener le sujet. Pour amener le correcteur vers le sujet, il faudrait qu'on fasse comme si le sujet n'est pas connu, il ne soit pas connu si vous voulez. Et tout doucement, on tient la main du lecteur, on lui dit, ben voilà le sujet. Au lieu de plaquer directement le sujet avant de plaquer son contrepoids. Bon, beaucoup de normaliens disent que si on laisse l'enfant mettre la citation opposée avant la citation du sujet, il va faire la même chose au cours du devoir. Soit. Ce qui est sûr, rien n'oblige un candidat à faire son introduction par citation opposée. On peut bien partir du général au particulier. Ou même toucher un concept de la citation, le définir pour aboutir au sujet. Par exemple, ici, on peut commencer par le moi, en disant au préambule, le moi désigne la conscience. Et parlant de la conscience, Freud affirme que, et vous mettez la citation. Ou même, vous pouvez prendre un constat factuel, sociétal. Nous avons parfois des pensées et des actes qui semblent échapper au contrôle de la conscience. Nous avons parfois des pensées et actes qui semblent échapper au contrôle de la conscience. D'ailleurs, voici donc le connecteur logique qui permet d'introduire l'auteur. Freud affirme que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ben, vous savez qu'autrement dit est un connecteur logique vulgaire, dont on peut utiliser un autre du genre, une façon de dire que la conscience ne domine pas. Dans notre appareil psychique. Il faut un autre connecteur logique pour aboutir au problème. Mais cette opinion sur, et vous mettez le problème, la place de la conscience dans cet appareil est à juger. En effet, connecteur logique, pour relier le problème à la problématique, Freud a-t-il toujours raison de dévaloriser ainsi la conscience? Voilà, avec une seule question, grâce à la DEB toujours, ça peut aller. Alors que si c'était le sujet 1, on n'aurait pas commencé de la même façon. Il aurait été plus judicieux de commencer par définir l'inconscient. On entend par inconscient l'ensemble des phénomènes qui échappent au contrôle de la conscience. Or, pour Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Une façon de montrer que la conscience ne domine pas dans l'appareil mental. Donc à dire que l'inconscient est une excuse, d'où le problème
philosophique de la valeur de l'inconscient. En effet, en quoi l'inconscient peut-il servir d'excuse à nos actes et nos pensées? Ne faut-il pas, au contraire, reconnaître la responsabilité de l'homme dans ses actes et pensées? Pour l'interrogation, c'est bon. L'introduction peut s'arrêter là. Bref, il est question de comprendre pour les candidats qu'on ne devrait pas finir l'introduction de manière affirmative. En philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et à chaque question qui produit une réponse, cette réponse génère une autre question. Voilà pourquoi on vous interdit de poser des annonces du plan sous forme affirmative. Après l'introduction, on saute 2 lignes, on passe au développement. Et vous savez que pour ce sujet, dans la thèse, on explique Freud de fond en comble. Vous vous inspirez de tous les schémas qui sont passés tout à l'heure. On fait une transition pour valoriser René Descartes dans son solicisme, dans sa confiance absolue en la pensée, en la conscience. Et on fait une seconde transition pour aboutir à une synthèse qui parle de la responsabilité de la conscience dans sa prise de décision. Il s'agit après tout de l'inconscient d'un sujet pensant. Et laisser l'inconscient dominer l'appareil psychique, ce serait être de mauvaise foi, comme dit Jean-Paul Sartre, c'est de la mauvaise foi chosifiée. Dans la conclusion, il faut que le candidat prenne une solution personnelle et surtout contextualisée. Dans le contexte actuel de l'Afrique en perte d'identité culturelle, nous pensons qu'au lieu de produire des jeunes TikTokers qui ne produisent rien à la société, les Africains doivent faire de leur moi le maître de leur maison pour que la fabrication des matières premières permette à l'Afrique de se développer. Voilà comment on peut orienter cette contextualisation face à ce sujet. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous rejoins plus tard pour le traitement de notre sujet d'examen. Plein de cœur à vous. Ciao.